Allez, Aderaba. Voilà, je me suis dit que justement on n'avait pas de jingle, donc j'ai mon kazoo. Et voilà, c'était la petite surprise. Voilà, c'était la surprise. Saison 3, épisode 1. On recommence. Quel relou. Voilà. Pour expliquer un petit peu pourquoi on recommence la saison 3 de façon surprenante. Outre le fait que le nombre d'épisodes, il faut qu'il y ait un équilibre, tu vois, dans ma tête, il faut que ce soit réglé et qu'à un moment il fallait passer à autre chose. Mais je suis arrivé à une Havana comme ça. J'ai fait écouter un podcast à un ami parce que je voulais lui transmettre quelque chose. Et il m'a énervé. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait une critique. Et moi, j'adore les critiques. Et il m'a dit, et c'est maintenant, je me suis rendu compte que pourquoi ça m'a énervé, parce que c'est vrai. Et il m'a dit, c'est pas naturel. Il dit, vous êtes gouré. Et en fait, c'est quelqu'un avec qui j'avais parlé même avant de faire le podcast. Je lui avais parlé de mon idée de faire le podcast. Alors, je vais t'expliquer c'est pourquoi déjà j'avais pensé de faire un podcast Bichlal. C'est que à l'époque, je sais pas si je savais dit, quand j'étais à la fac, il y avait un podcast, ça s'appelait Dignation. C'était une bande enfin une bande, ils sont deux. C'était deux copains. Je sais même plus s'ils travaillaient ensemble ou je sais pas. Je suis même pas. Je suis arrivé au milieu à épisode 100, je sais pas quoi. Et juste deux types qui étaient posés sur le canapé avec une bière et ils avaient plusieurs sujets et ils discutaient, tu vois. Mais vraiment le plus naturellement possible. Il y avait rien de scripté, il y avait rien de truc. Et c'était vraiment naturel. Mais je m'en rappelle même plus de quoi ils parlaient. Ils parlaient de tout et de rien. Mais il y avait des sujets. Et je me suis dit... Et après, quand ils ont fini le podcast, ils ont arrêté il y a 10 ans. Et là, ils ont recommencé il y a quelques mois. J'avais vu dans un commentaire, quelqu'un il avait dit... il dit genre merci et tout. Toute cette période, j'avais l'impression d'avoir des amis, tu vois. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit, c'est dire que c'était tellement naturel, c'était genre deux types qui étaient assis et ils discutaient des mètres, et c'est un truc qui manque dans le monde, que les gens, ils ont besoin d'avoir une conversation amitié avec des gens de façon naturelle. Et tous les médias qu'on a, c'est pas du tout naturel, c'est pas du tout vrai. Et c'est ça qui manque. Et bon, et je lui ai expliqué à mon ami, à l'époque, déjà avant qu'on fasse le podcast, parce qu'en plus il m'a remis en arrière, parce qu'avant qu'on commence le podcast, il m'a dit tu veux faire un truc, il faut que ce soit du naturel, du vrai. Et il m'avait expliqué lui il est artiste, et il dit qu'en fait pourquoi ça le touche à ce point, parce que il dit tout son travail en tant qu'artiste, c'est d'arriver à faire un truc vrai. Tu vois, tu peux faire du beau, mais faire du vrai, il a dit c'est pas du tout simple, que ça soit naturel, pas artificiel, c'est très très difficile. Et donc, il m'avait dit comme ça qu'il s'était entretenu avec un ami. Non, il avait rencontré un très très grand photographe. Et il lui avait parlé de comment tu fais pour prendre des photos qui sont vraies, qui sont naturelles. Alors, il avait dit que, je ne sais pas si c'était lui dans l'anecdote qu'il avait donnée ou s'il avait parlé d'un autre artiste. Il a dit qu'il y avait un photographe qui était chargé de faire une photo de Churchill. Et on a dit, à travers une photo, montrer qui c'est Churchill. Mais le problème, c'est que toutes les photos qu'on a de Churchill, il tape la pause. Il sait qu'il est en train d'être filmé, d'être photographié, donc tu vois pas qui c'est le type. Alors le photographe, il a une idée de génie. Il a dit à un type, il a dit regarde, tu lui prends son cigare. Et dès qu'il s'est rendu compte qu'on lui a piqué son cigare, tu vois, c'est le Premier ministre, tu vois. Il est comme ça, genre vénère comme ça, et genre, tu vois sa réaction, genre instantanée, et là, il a pris la photo, et c'est la photo la plus connue qu'on a de Winston Churchill, et il dit, tu vois, c'est qui le mensch, tu vois, c'est tu vois l'intensité du regard, la façon dans le truc, il dit, ça, c'est la meilleure photo qu'il y a de Churchill. Jamais t'aurais pensé à ça,
En plus que même du travail d'un photographe, c'est dur de faire du naturel. À quel point c'est poussé. Mais tu vois le émettre dans le truc. Et donc voilà, j'ai reçu cette Tochacha. Et en plus, ça a complètement à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Et je pense qu'en plus, c'est le moment de reprendre une nouvelle direction. On va réessayer, mais de faire un truc plus avec ça en tête, quoi. C'est quand je l'ai expliqué en fait à Naftali, je lui ai dit, il m'a posé les questions. Je lui ai dit, c'est quoi ce concept de YouTube et tout. Il m'a dit, lui, il était genre, tu fais des vidéos YouTube, genre, je lui ai dit, c'est pas une vidéo de YouTube, c'est un podcast. Et je lui ai déjà expliqué c'est quoi le podcast. Je lui ai dit, regarde, le podcast le plus vu au monde, c'est le podcast de Joe Rogan. Tous les jours, il a plusieurs millions de vues. Et alors qu'il fait des podcasts qui durent parfois 2 heures, 3 heures. C'est un truc incroyable. C'est super long. Il n'y a rien qui est préparé. Je crois, j'ai l'impression que c'est tout. Il n'y a pas d'édition. C'est que du émet. Et je pense que c'est ça c'est ça sa réussite. C'est que le type, il parle BMET et les gens, ils veulent entendre des choses amitié. Et je lui ai raconté l'histoire du podcast qu'ils ont fait avec Donald Trump. Attends, juste un truc. Tu fais une distinction entre naturel et émet et véritable, authentique? Parce que je pense qu'il y a quand même une distinction entre les deux. C'est-à-dire la chose que tu... Après, ça peut être la manière dont tu dis les choses, qui peut être très authentique, c'est-à-dire que tu es fidèle à ce que tu es, mais le contenu de ce que tu dis, ça peut être catastrophique. Ça veut dire si tes idées, elles sont à l'envers... Possible. Non, mais l'idée, c'est de transmettre le émet, mais de façon naturelle. Parce qu'il faut que ce soit sincère, tu vois. C'est un ripousse. C'est BMET, c'est une recherche. Mais je lui ai expliqué, regarde, c'est très possible que le podcast de Donald Trump, je ne sais pas si c'est ça qui a finalisé ou si ça a participé à sa réélection, mais les gens, ils ont adoré. Alors, je te donne le contexte. C'est qu'en pleine élection, en pleine campagne électorale, entre Kamala Harris et Donald Trump, Joe Rogan, il a invité les deux participants à venir à son podcast. Et Donald Trump, il a accepté. Maintenant, il faut prendre en compte que pour un candidat qui est dans une... Chaque invitation, elle est cruciale. Chez qui tu vas, qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas le dire. Et le fait qu'il a accepté cette invitation, et il se pose faire un podcast, ça veut dire qu'il n'avait pas les questions. C'était genre, il dit, je regarde, c'est moi qui fais les conditions, c'est mon podcast. C'est-à-dire, je te prépare pas, il n'y a aucune préparation, c'est moi qui te pose les questions, et c'est que c'est que du émet. En général, aux États-Unis, tout est staged, c'est des mises en scène, les questions, elles sont déjà prêtes. Tout est scripté. On leur a appris les réponses, et lui, Trump, il a sauté sur l'occasion. Et il est allé là-bas, il lui a posé des questions, il a posé les vraies questions. Il a dit que c'est son fils d'ailleurs qui l'a poussé à y aller. Non, c'est ce qu'il dit. Mais bon, ouais. Il aime bien aussi, lui, il est très fort dans le show. Mais après, faut dire aussi que Joe Rogan, ça va complètement dans son sens. Il savait qu'il allait plus ou moins être brossé dans le sens du poil. Il n'y a pas une énorme prise de risque quand lui, il va là-bas. Je me rappelle pas. Maintenant, ce truc, c'est que l'avantage de Joe Rogan, c'est que c'est un type qui est dans un ripousse. Et ses idées personnelles, déjà, elles ont évolué énormément à travers le podcast. Et tu vois que c'est un type qui cherche le émettre et il est arrivé à ses conclusions de lui-même. Donc, déjà, à la base, il avait plus un penchant pour Trump par ce côté sincère. Et donc, c'est ça qu'on a vu, en fait, ça a concrétisé ça avec une conversation. Je crois que c'est arrivé à même 2 heures de conversation où il lui envoie... C'est une discussion à cœur ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là? On t'a dit ça. Il lui pose des questions qui sont considérées peut-être... je me rappelle plus des questions. Mais en gros, les gens, ils ont été tellement surpris. Ah, c'était 3 heures. Ils ont été tellement surpris de la sincérité, de la vérité, du naturel, qui était complètement à l'opposé de Kamala Harris de notre côté, qui a même refusé d'aller sur le podcast de Joe Rogan. Et tout le monde se moquait d'elle, qu'on lui posait des questions. Elle avait genre une disquette de réponses enregistrées qui répondait même pas à la question.
Et il dit c'était le contraire, c'était du fake, mais à 100%. Et c'est les gens, ça les a énervés à tel point. Et ce podcast-là de Joe Rogan, il a fait, je me rappelle qu'après 48 heures, il y avait 67 millions de vues, alors que l'algorithme de YouTube les a complètement effacés. Il voulait pas que les gens ils arrivent sur ce podcast. Ça veut dire que c'était à contre-courant de l'algorithme à 100%. Les gens, ils se passaient le lien et ça a fait un buzz extraordinaire. Alors que le YouTube, il a banné avec l'algorithme. Donc c'était pour lui dire, lui expliquer, c'était ça notre démarche, et c'est pour ça que je pensais que le podcast, c'est le meilleur moyen de transmettre ça. Une vraie Sirhat Haverim, parce que c'est le Ikar de l'Itkarvout Ouais. chez Rabbeinu, c'est les Sirhat Haverim. Et il y a une Sirha, je ne sais même plus où elle est écrite, mais il y a des Bresleurs qui disent il faudrait écrire les Sirhot entre les Haverim, c'est des choses qui ont le mérite d'être écrites, à quel point c'est important. Donc c'est ça la démarche. Et donc, on accepte moi j'accepte cette oracha, on va réessayer, on va recommencer. Et t'as pensé déjà à comment tourner les choses pour ça? C'est-à-dire, toi, Alors tu ça, verrais quoi qu'il faudrait changer ça va quoi avec dans la le... démarche du sujet d'aujourd'hui. Ok. Donc on va voir. Bah, c'est Et aussi mieux de nous mettre dans le bain et parce que pour avoir une discussion, il faut peut-être qu'on soit conscient de à peu près tous les trois de ce qu'on va parler et pour partager nos points de vue et pas rechercher forcément. l'anecdote. Non, moi j'aime bien être surprise justement. Pas forcément. C'est J'aime bien voir tout où le ça nous mène. concept. Il n'y a pas de Ouais, script. ouais, j'entends, mais si t'es surpris, alors tu kiffes, t'écoutes. Je t'ai dit, vous allez être surpris. C'est Tu vois l'épisode. Et le plot. Il est content. Il a réussi. Vous allez être surpris. Il a réussi son storytelling. Ouais. Alors. Non, mais en plus, tu parles de ça, mais en plus, toi, tu as une partie, parce que j'ai pas pu être mitapek du ridouche qu'on a découvert, donc toi, tu es un peu préparé, en plus, Jérémy. Alors, ça commence, ça va dire, on a reçu des tgouvotes, on a reçu des tgouvotes des gens qui nous ont dit, tout ce que vous avez dit, c'est beau, c'est émettre, mais j'arrive pas à arriver au deuxième niveau. Il y a des gens qui nous disent, mais c'est beau ce que tu dis, je reçois, j'y crois, mais ça marche pas. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent. T'entends quoi par deuxième niveau? C'est quoi ton... Le stade 2. Le stade Ouais. tu n'as pas fait le programme Non, je vois pas ce que tu veux Je dire. suis que ceinture pingouin, j'aimerais devenir ours. Non, ça veut dire, comment on dit, reward. Je remets dans des mots. C'est juste, on est arrivé, mettre avec ces derniers épisodes à un émettre extraordinaire qu'on a que moi personnellement j'ai découvert et qui m'a changé la vie. Bémet, et je pense que Bémet, c'est grâce à ce podcast que je suis arrivé à ce truc-là, à comprendre ça. Mais le problème, et c'est le problème essentiel, et on va arriver à parler de ça aujourd'hui, c'est que quand tu arrives à ces orotes-là, tu arrives à ces mourines de Gadlout, tu as envie de transmettre ça à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu es tellement content, tu dis, mais j'ai compris ça et tout, et la plus grande désir que tu as, c'est de le dire au monde entier. Et c'est ce on avait dit, Rabbi Nathan, il avait dit à Rabbeinu, il a dit, mais je vais le dire à tout le monde entier. Il a dit, mais ça marche pas. Et donc, on avait commencé à toucher ce sujet-là. Mais on va aller encore plus loin. C'est que c'est tout le concept, ce qu'on a dit, de l'éducation et de la vie. C'est qu'il y a un émet qui est tellement élevé et le ratson, la volonté de celui qui a ce émet, c'est de le transmettre à celui qui ne le sait pas. Ok? Tu suis jusque-là? Et je remonte à l'origine du monde. Toute la création du monde, en fait, c'est que Hachem, il a un émet comme ça, et il veut le transmettre à quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle il a créé le monde, pour pouvoir le transmettre ça à quelqu'un. Ok? Donc il a créé l'homme.
Donc, et tout ça, on recommence avec ce Sipour, qui est la base et la base et la base. Et tout retourne à ça, avec le roi qui veut transmettre la royauté à son fils de son vivant. Et donc, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il a une malchoute, il a sa royauté. C'est ce qu'il a acquis. Il veut transmettre ça à son fils de son vivant. Et c'est une grande joie d'arriver à ça. Ok? Mais c'est fou parce que tu as dit la création, mais ça suit le même schéma. Rabbeinu, il a dit quoi, Rabbi Nathan? Il a dit non, c'est pas possible. La création, Hachem, il a pas pu. Il a eu Ensof Tzimtzumim pour arriver jusqu'au monde. Parce que le Hémet était trop grand. Ouais. Mamash, c'est le même Donc, schéma. tout ça, c'est exactement ce sujet-là. Mais Med, c'est ce ridouche-là qui m'a appris ça. C'est que j'ai envie de le transmettre, j'ai envie de le dire à tout le monde, j'ai envie de le dire à ma femme, j'ai envie de le dire à mes amis. Et tu vois que ça marche pas, tu peux pas le transmettre. Alors, je suis arrivé à cette mascana-là. Et j'essaie de trouver par où commencer, en fait, pour expliquer ça. Le schéma général, c'est que quand quelqu'un il sait quelque chose, il veut le transmettre, il veut le transmettre à quelqu'un d'autre. Mais ça crée, le fait qu'il n'arrive pas, ça crée une frustration. C'est très frustrant de dire je sais que c'est ça la vérité et vous m'écoutez pas. Alors, il y a deux réactions qui suivent à ça. La première réaction, ça veut dire c'est la réaction par la force. Je veux dire, tu connais un émet et tu vas vouloir l'imposer à l'autre. Ok? Donc, cette force, elle peut se mettre sous force de colère. Ça peut tomber dans de la colère. Ça peut tomber dans de la violence, que ce soit physique ou mentale. Ça veut dire que ça peut devenir de la manipulation. Ça veut dire que tu sais le émettre, qu'est-ce que l'autre personne doit faire, parce que tu le sais. Mais lui, il a un libre arbitre et il veut pas. Et tu dis, mais je sais que c'est la vérité. Et donc, tu vas trouver des façons de manipuler pour que l'autre personne, elle fasse ce que tu veux. Ça, c'est la façon, la force et la violence. Et l'autre façon, c'est une réaction, c'est ok, je coupe le lien et je fais Yehush, c'est-à-dire dans tous les cas, il va pas m'écouter, ça sert à rien, et donc Fais ce que qu'il tu se veux. débrouille. Ok. Et ça, ça s'applique à tout, mais on va prendre l'exemple de l'éducation. C'est-à-dire toi, Hachem, il t'a donné un cadeau, c'est que tu peux, il t'a donné une mitzvah, c'est d'avoir des enfants. Ok. Et c'est quoi toutes les mitzvot que tu as autour des enfants, c'est du côté de l'éducation. Tu as une mitzvah d'éduquer tes enfants, c'est-à-dire de leur transmettre ton savoir. Et c'est la plus grande réussite au monde et la plus grande joie pour un parent de réussir à transmettre son savoir à ses enfants de son vivant. C'est exactement le roi qui transmet la royauté à son fils de son vivant. Là, cette semaine, ce Shabbat, il y a un Shabbat Ratan. Les Ashkenazes, ils font avant le mariage, ils appellent ça le Shabbat Ratan. Tu vois le type, il arrive à la synagogue, le Khatan, avec le kaftan, avec le streimel. Tu vois un Ben Meller. Un Ben Meller. Et je vois ça, mais tellement sa mère, et je dis, mais la joie du père qu'il a fait un enfant et qu'il arrive à l'amener à la roupa avec un streimel, avec un kaftan de son vouloir personnel, parce que le fils, il a réussi à lui transmettre ça. Pas par kfia, pas par force. Il a accepté la Torah de lui-même et il arrive à la choupa et c'est lui qui veut que ce soit comme ça. Et en plus, lui, il est allé avec un streimel haut, alors que chez eux, ils sont plus avec le plus plat, ils sont plus traditionnels et tout. Je te passe les détails, mais la joie d'un père qui amène son fils à la choupa comme ça, de sa façon, c'est ça le Mishwan Freiler. Ça veut dire que la joie du père dans l'histoire, la joie du roi qui transmet, dit si toi tu es Bessimcha, moi je serai Mishwan Freiler. La joie elle est encore plus grande que celle du Khatan. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, c'est le succès, le succès de l'éducation. Parce que la vraie éducation, c'est pas d'arriver à faire
à manipuler, qu'il fasse ça et mais qu'il fasse de lui-même, qu'il accepte ce que tu as dit et il le comprend sans de lui-même. contrainte, quoi. Hein, il est pas sans- contraint, quoi. C'est vraiment, Ouais, il est. ouais. Pas En par la fait, contrainte. le fils, l'idéal, c'est que le fils il soit inspiré par le père. Mais C'est-à-dire bon, que. maintenant, c'est toute la question, c'est comment faire ça. On va arriver Ouais. à ça, mais déjà, c'est le concept, il est là. C'est qu'il y a une volonté, c'est une mitzvah de transmettre ton savoir, et c'est la plus grande joie au monde, c'est d'arriver à transmettre à l'autre génération. Nissim, tu veux que je te dise un truc? Tu sais, je t'avais dit. Bon, Manu, des fois, je dis à Nissim, là, ces derniers temps, je le trouve dans le bon sens. C'est pas péjoratif le mot, je le trouve illuminé dans le bon sens. Mais mec, tu le vois, il est béorote de ouf. Et à chaque fois que tu me parles avec mamache, avec ton cœur, tu vois. Et tu sais, il y a la phrase qui dit que tu parles avec le cœur, ça rentre dans le cœur. T'as pas forcément essayé de me convaincre de ton Emmet. Mais je l'ai dit 10 fois là, ces 2 dernières semaines, c'est rentré direct. Donc quand tu dis t'as un Emmet et que tu as envie de le partager, ben, le meilleur moyen de le partager, en fait, c'est de le vivre à 100%. Genre. Et à peine t'en discutes, ben, ça rentre tout seul. Il n'y a pas de... Donc ça, c'est une des façons. On va en parler. On va en parler. Là, je te mets le plot. Je te dis, c'est quoi la problématique? Si tu veux transmettre, la problématique, c'est que c'est pas simple. C'est simple. C'est-à-dire, la frustration, c'est-à-dire tu peux tomber dans de la violence ou tu peux tomber dans de l'ignorance qui est encore plus violent. Parce qu'il y a écrit dans la Gemara, celui qui ne discipline pas son fils, c'est qu'il le déteste. Et que ça, c'est une vraie haine. Tu veux dire indifférence quand tu dis ignorance, je crois. L'indifférence, ça veut dire qu'il comprend et dit, allez, vas-y. Dans tous les cas, il m'écoute pas, fais ce que tu veux. Ouais, fais ce que tu veux. Ça, c'est tu coupes le lien et ça, il y a rien de plus violent que ça. Comme il dit Rabbeinu, il dit, il y en a qui dit la shtika. Il y a toute la Torah Vav, il parle du silence. Mais il dit, mais c'est quelqu'un qui se tait pour énerver l'autre par haine. Ça, c'est la plus violente qui est. C'est pas du tout du silence. C'était très, très violent. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu vois dans l'éducation, alors les gens, ils arrivent à cette problématique quand ils arrivent à un point de mashber, comme on dit, à un point où ça casse, où l'enfant, il veut pas. Et donc, il dit, on a tout essayé. On a été dur, on a été gentil. C'est-à-dire, soit on a essayé de faire la carotte et le bâton. Ça veut dire, si tu fais ça, tu vas avoir un truc. Sinon, tu vas être puni. Ça marche pas. Et c'est l'autre, c'est on a été cool, vas-y, éclate-toi et tout. Même ça n'a pas marché. On a été gentil et tout, ça n'a pas marché. Ça veut dire, c'est une problématique, tout le monde connaît, c'est évident. Mais à la source, ça vient de ça. Ça veut dire que toi, par rapport à ton fils, tu sais le émettre parce que tu vois dans la situation dans laquelle il est. Il dit, ça dépend de l'âge des enfants. Mais il y a des enfants, tu vois, ils font une crise pour un rien. Et toi, tu dis, mais moi, je sais que c'est n'importe quoi. Tu pleures vraiment pour rien. Mais le truc, c'est qu'en fait, toi, tu es en Morin des Galout, lui, il est dans Morin des Katnout. Et lui, là où il est, ça make sense 100%, tu vois. Mais toi, tu lui dis, tu essaies de lui dire, mais arrête. Et soit tu fais la violence, soit tu lui dis, allez, pleure, et laisse-moi tranquille. Alors, alors, attends, est-ce qu'on va passer directement à le truc? Attends, parce que j'avais une question avant, justement. J'avais une question avant, puisque t'es parti de la discussion qu'on a eue, en fait, toi et moi. On n'a pas dit que c'était entre nous, mais de ce truc-là de dire, à un moment, tu vois, justement, tu parles de choses, tu touches du bout du doigt une théorie, une vérité qui est que, je dis, purée, mais je sais que c'est ça, je sais que ça marche comme ça, je sais que c'est censé fonctionner comme ça, je crois dans ça, mais tu te retrouves frustré par ton incapacité à l'appliquer, tu vois, à le faire descendre complètement en toi pour l'appliquer de manière naturelle. T'aimerais que ce soit naturel ou au moins que ce soit fonctionnel, quoi. Ça veut dire mais pas non, mais juste rester dans la théorie. Tu viens d'appuyer sur un point important, c'est que l'éducation déjà c'est servir l'autre, mais c'est aussi envers soi-même. Ça veut dire il y a une chose que tu sais que c'est le vrai, mais tu vois que tu suis pas. Tu vois que il y a un truc qui bloque avec toi-même. Ça veut dire que toi, tu peux te faire violence parce que tu t'arrives pas à te transmettre cette chose-là à toi-même alors que tu sais que c'est la vérité. C'est-à-dire il y a aussi un exemple. T'as un exemple là, parce que je suis pas sûr de. Tu sais qu'une chose elle est pas bien et tu veux pas la faire et à chaque fois tu retombes, c'est tout. C'est simple. C'est simple.
Mais tu n'arrives pas à le faire. J'aimerais bien faire ça. Tu sais que tu veux, tu sais que c'est le D'accord. émettre et tu n'y arrives pas. Et Donc, donc, tu peux tomber dans deux choses. Soit c'est la violence, tu es dur avec toi, tu te fais violence. mhm. Soit le contraire, c'est tu fais yéhouch. Tu D'accord. dis, allez, Donc, je suis un nul mais et c'est laisse ça tomber. que je voulais clarifier. C'est-à-dire qu'au début, on parlait individuellement, et ensuite, tu as parlé de transmission. Et Il en y a fait, les toi, tu deux. dis que c'est la même chose. Ça veut dire que Les deux. d'une certaine manière, tu es responsable de ta propre éducation aussi. Comment Ouais, tu bien sûr. transmets À ton propre 100%. savoir. Waouh, C'est-à-dire, je tu l'avais reçois pas un vu sous cet savoir, angle-là. et c'est vrai. après, il faut savoir te le transmettre, ce savoir. Regarde, la halakha simple. Veïgadeta levincha. Il y a la seder, tu as une mitzvah de dire à ton fils. La halakha, elle dit quoi? Si tu n'as pas un fils, tu racontes à ta femme. Et si n'y a pas de femme, tu te le racontes à toi-même. C'est simple. C'est-à-dire, il y a une mitzvah de transmission. C'est cette lumière-là de Pessah, c'est-à-dire ces mochines des Galoul, ce émet qu'on a reçu à la sortie d'Égypte, et ben, tu dois te l'enseigner à toi-même. Donc C'est les super deux, intéressant. les deux. Mais attends, Et ici, tu t'as vas dit voir un qu'en fait, truc de ça se ouf, complète. là. Hein. Parce qu'en fait, le cadeau qu'il t'a fait Hachem, c'est que on va voir ça. Que Béhémet, à travers l'éducation, parce que tu dois transmettre cette chose-là, tu t'éduques toi-même. Parce que tu te rends compte que si tu n'arrives pas à le transmettre, c'est que toi, tu l'as pas compris. Mhm. C'est aussi simple que c'est. Comme il dit Einstein, il dit si tu n'arrives pas à expliquer une chose à un enfant de 6 ans, c'est que tu n'as rien compris. Et Ouais. en fait, Hachem, il t'a donné Un enfant de 6 ans. toutes les mitzvot, c'est que pour ça. C'est-à-dire, il t'a donné la mitzvah d'avoir des enfants et de leur transmettre ça. Pourquoi? Pour te transmettre à toi. À toi. Parce que celui qui transmet et qui arrive à ça, il arrive à une compréhension bien, bien plus grande. Et c'est un exercice, et c'est un travail, et c'est un cadeau. Et tu vois le cadeau que c'est après le Inyan Ezer Kenegdo. C'est-à-dire que tu as Mais c'est une magnifique parce femme. que c'est une jauge aussi. Ça te permet de savoir d'avoir une sorte de où tu te situes. C'est maintenant que Exactement. tu peux suivre Donc ton ça, c'est travail. avec ta femme, et ça, c'est avec ses enfants. C'est-à-dire Ezer Kenegdo, c'est-à-dire que ta femme, elle doit, ça doit être ton premier élève qui vient. C'est-à-dire que C'est tu dois une- lui transmettre ces choses-là que tu sais. Elle a besoin de ça, mais tu vois, elle ne me comprend pas. C'est à toi d'apprendre à lui transmettre, et une fois qu'elle a compris, c'est-à-dire ça, c'est la shlemut. Ça, c'est c'est une première clé que tu donnes en fait, avant je pense que tu as d'autres choses à mon avis à dire, mais c'est une première clé. Ça veut dire que déjà détourne-toi de toi-même et regarde vers l'autre. C'est déjà ce c'est un principe outil en fait. de donner. Le fait de donner, c'est le meilleur moyen de recevoir. Alors que quand tu Exactement. cherches à recevoir tout le temps, parce qu'il y a le principe de la connaissance, tu veux recevoir de la connaissance, etc. Tu vas pas la recevoir complètement puisque t'es pas dans le don. C'est-à-dire la plénitude de cette Kabbalah-là, de cette réception-là, elle est quand tu vas donner et transmettre. Maintenant, il faut savoir le faire. Donc, comment tu fais ça Exactement. pour toi-même, être inspirant pour toi-même et pour les autres. Ouais. Et alors, écoute, ça, c'est vraiment un truc qui nous a changé complètement. Et c'est pour ça que j'ai dit, on va faire une nouvelle saison. On avait parlé, je vous rappelle, du Ridouche du Klausenburger sur la Megillat Esther. Ok, en français, parce que là, il y a des gens qui sont partis là. Non, mais je vais récapituler. En gros, il y a un épisode, je ne sais plus lequel c'est, on voit la photo de Klausenburger. C'est le rabbi de Tzanz. Il avait donné un Ridouche. Et il a dit ça. Exactement. Un Ridouche extraordinaire sur la Megillat Esther. Il dit qu'en fait, dans la Megillat Esther, il y a une marloquette entre Esther et Mordechai. C'est qu'au moment où ils apprennent le décret qui a été fait par Aman, la réaction de Mordechai, c'est qu'il se met en deuil et il va devant la porte du palais avec un sac, avec des lévouches sacs. Il dit que la reine Esther, elle a eu très très peur quand elle a vu ça. Elle lui a dit qu'en fait, elle est allée le voir, elle lui a donné des vêtements. Et en fait, il dit, le Klausenburger explique, il a dit, Mordechai, il m'a enseigné à moi que quand il y a un décret, Chas Shalom, la réaction à avoir, c'est que on doit danser et être besimcha, et c'est Simchat Torah. Parce qu'il m'a transmis ce savoir qu'en fait,
tout est pour le bien et qu'Hachem il nous aime et que tout est pour le bien et que s'il y a des souffrances, ça veut dire qu'il va se dévoiler une joie extraordinaire et qu'Hachem il va nous sauver, c'est sûr. Elle a dit, et elle a reçu ça et elle sait que c'est Emet et elle y croit. Et quand elle voit Mordechai qui fait le contraire, qui va s'endeuiller, elle a dit, mais en fait, la souffrance, tu fais qu'elle arrive en vrai. Et tout l'âme Israël, ils vont te voir souffrir. Tu vas causer ça d'arriver. Donc ça, c'était le chidouche. Et finalement, Mordechai, il a dit non. C'est comme ça qu'on fait. Et en fait, on n'a pas vraiment compris pourquoi. Et Esther, elle s'annulait complètement au tzaddik. Et elle a accepté. Et donc, ils ont fait le jeûne et ils sont fait cette façon-là. Et le Klausenberger, il dit que s'ils avaient fait la façon dont Esther avait mentionné, si l'âme Israël il avait fait ça, alors ça aurait été la Géoula complète et il n'y aura pas eu la destruction du deuxième temple. Ils seraient reconstruit le deuxième temple et ça aurait été la Géoula complète. Tu veux dire que s'ils avaient fait, parce que pour le coup là je le vois d'une autre manière, s'ils avaient fait ce que Mordechai prônait de base, si Mordechai lui-même il avait fait ce qu'il prônait, ça aurait été différent. Mais en fait Mordechai il n'a pas fait ce qu'il prônait. Tout le Ham Israël. En fait, c'est pas on va voir le Ridouche. Et moi, je te dis. La question, c'était ouais. Mais en fait, il dit qu'en fait, si tout le Ham Israël, au lieu de s'endeuiller et de pleurer sur leur sort, enfin, c'est pas pleurer sur leur sort, c'était supplier Hachem et de faire des tchouvas et d'annuler le décret de cette façon-là. S'ils avaient au contraire été dans la joie à un point de danser dans la rue avec une émouna telle que Hachem, il va nous sauver, c'est sûr. Comme tout ce qu'on a dit dans les derniers épisodes, ça, c'est c'est ça les Morim des Galout, c'est ça le Emet. C'est que Bémet, Akol et Tova, et qu'il y a rien de mauvais qui vient d'en haut, et que si on se dit non, tout va être mieux et parfait, et on danse et on fait descendre cette joie des cieux, alors ça aurait amené la Géoula, il n'y aurait eu aucune souffrance, pas besoin de faire de cette façon-là. Ça, c'était le Emet et on est arrivé à cette compréhension-là dans les derniers épisodes. Mais Mordechai, il n'a pas fait ça. Et pour moi, c'était une grande couchia. C'est pourquoi Mordechai, il n'a pas fait ça? Et regarde ce qu'on a dit avant. Mordechai, en fait, il a compris... l'histoire de la dinde, peut-être. Écoute, si tu la connais, Manu. Ah, tu fais du spoiler, là. Mais non, mais c'est comprendre. Laisse-moi arriver le truc. Tu vois pourquoi il ne faut pas te préparer avant? T'as raison. Non, mais je kiffe trop. Alors écoute, c'est qu'en fait, Mordechai, il avait une... En plus, je te rajoute pour rajouter à ma couchia, c'est que Rabbeinu, il dit que Mordechai, c'est Rav Chesed. Mordechai, c'est lui le secret de cette gadlout. Là, tu vas toucher à un truc, je vais... Vas-y, parce que alors écoute, c'est qu'en fait, il a une compréhension telle que il sait que les choses comme ça, tu peux pas les dire. C'est que le Ham Israël, ils étaient dans la Katnout, ils ont bu du vin, du Yain Nesser, du Mishté de Achashverosh. Et donc, ils sont tombés dans une Katnout. La Katnout, c'est l'étroitesse d'esprit, c'est le fait de voir les choses petits, je précise. Et la Gadlout, quand on parle de ça, c'est... J'ai oublié, je voulais chercher, il y a un mot que le Rav Besançon il a trouvé pour Morin des Katnout, un mot philosophique. Je sais où il écrit, mais j'ai oublié de le rechercher. Bon, en tout cas, de manière générale, pour les auditeurs, je précise Morin des Gadlout, quand Rabbi Nachman parle de ça souvent, c'est le fait d'avoir l'esprit large et suffisamment ouvert pour voir qu'il y a un plus grand plan derrière, il y a quelque chose de plus grand. Et l'étroitesse d'esprit, c'est que t'as trébuché, tu t'es fait mal, tu dis aïe, c'est à cause du trottoir, quoi. C'est que tu vois les choses très petites, t'as pas une vision très très lointaine et périphérique des événements qui t'arrivent. Donc Mordechai, sait ça. Et je te dis, c'est simplement ça. C'est-à-dire qu'en quoi tu sais quelque chose. Tu as des Morin des Gadlout. Tu veux dire à quelqu'un qui est dans une Katnout, il dit, tu sais, genre, le type, il a une journée, il est par terre, il est énervé, il n'en peut plus et tout. Et toi, tu arrives avec ta positive, mais il faut être très joyeux, il faut sourire et tout. Et tu dis, la dernière chose que tu as envie d'entendre, c'est cette positivité, tu as envie de lui donner une claque. Et c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive avec son truc, il dit, mais tu veux pas entendre ça.
Ça veut dire que quand tu es dans la katnout, quand tu es dans cette situation-là, la dernière chose que tu veux, c'est quelqu'un qui vienne te dire quoi faire avec son côté positif, avec ses orotes, que tu n'es pas du tout là-bas. Et il sait. Et c'est pour ça, si Mordechai, il avait dit à Israël, Arshav, on met la musique et on se met à danser. Mais les gens, ils l'auraient pris complètement pour un fou. Ils n'auraient pas suivi. Déjà, en plus, tu aurais brûlé cette carte-là. Tu dis, voilà, on a essayé, ça ne marche pas. Et ça n'aurait pas marché. Parce que quelqu'un qui est dans cet esprit-là, tu peux pas. Tu peux pas. Et donc, voilà, maintenant, le secret, c'est ça. Et c'est le secret de l'éducation. C'est le secret de transmettre ces mochines-là à quelqu'un qui est dans une mochine de 4 notes. C'est que tu vas pas faire ça par la force. Tu peux pas imposer à quelqu'un de danser par la force. Tu peux pas tu peux pas l'ignorer, lui dire allez débrouille-toi dans tous les cas. T'es une cause perdue, hein, t'es dans une catnoute, alors laisse tomber. Hein. C'est quelqu'un qui est dans cet esprit-là, alors voilà, les catastrophes, elles vont courir après, et c'est de ta faute. C'est ce qu'ils disent en plus dans le secret. Genre, les gens qui ont des problèmes, ils disent c'est eux qui se les ont attirés par eux-mêmes. Comme ça, ils disent. Et donc, regarde la grandeur de Mordechai. Et la clé de ce qu'il a fait, c'est dans l'histoire de Hindik, que Jérémy voulait dire. J'ai une petite question. J'ai une petite question. Dans le micro. Raconte l'histoire d'abord. Raconte l'histoire. Et Ouais. Le dindon. L'histoire disponible sur les plateformes d'ailleurs. Ah ouais, il est déjà sorti. Ouais. Alors l'histoire du Hindik, c'est une histoire qui a été écrite. Quelle plateforme, Manu? Mechilan ici que Spotify? Spotify, YouTube, Amazon Music et Apple Podcast. Ok. C'est une histoire qui est écrite dans Corvéor, qui est attribuée à Rabbeinu. Et il raconte comme ça. Il dit il y avait un prince qui est devenu fou et qui se prenait pour un dindon. Ça veut dire qu'il était vraiment sous la table, il mangeait sous la table, il était tout nu, et il mangeait des os et des miettes par terre, comme un dindon. Et son père, il a essayé d'amener plein de toubibs, plein de psychiatres, d'essayer de s'occuper de lui, et il n'y a rien à faire. C'est un dindon. Jusqu'à ce qu'un sage arrive. Et ce qui fait ce sage, il enlève ses vêtements et il se met sous la table avec lui et il fait le dindon lui aussi. Et le dindon, il lui dit qui es-tu? Il lui dit je suis un dindon. Et toi, tu es qui? Il dit moi aussi je suis un dindon. Je dis ok, on est tous des dindons. Et il fait comme ça, il mange aussi des os et des miettes par terre et tout comme ça et tout. Ils discutent et tout jusqu'à ce qu'ils s'habituent l'un à l'autre. Et à un moment, il dit envoyez-nous une chemise. Et le dindon, il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit mais alors? Mais les dindons, ils peuvent pas mettre de chemise. Je suis un dindon, je mets une chemise. Il dit c'est quoi le problème? Je dis ok. Alors il met la chemise. Et il fait comme ça après, il dit allez. Après quelques temps, il dit envoie-moi un pantalon. Et il met le pantalon et il dit pareil. Il dit je suis un dindon, je mets un pantalon. Hein, c'est pas interdit aux dindons de mettre des pantalons. Je suis toujours un dindon, il n'y a pas de problème. Et il fait comme ça. Après, c'est la nourriture. Il mange de la nourriture sur la table et tout. Et au lieu de manger des os par terre, il dit alors, je suis un dindon, je peux manger de la bonne nourriture et tout. Et comme ça, jusqu'à ce qu'il a ramené à qui il était, il l'a soigné. Il l'a sorti de son truc. Et cette histoire, elle est extraordinaire. Et c'est exactement, d'après moi, c'est ce qu'il a fait Mordechai. Parce qu'en fait, la situation dans laquelle il est, avec ce dindon, c'est exactement ce qu'on a dit. Le dindon, il est tombé dans la katnout. C'est-à-dire, à la base, c'est un prince. Mais pas genre, il se comporte pas comme un prince. Il se comporte comme un animal et il y croit vraiment. Il est tombé
complètement de sa malroute. Il est complètement tombé dans la petitesse à un point que les gens, ils sont là. Ils lui disent, mais tu es un prince, tu es un être humain. C'est pas... Il n'y a rien. Tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Mais la sagesse du Chacham, c'est qu'il va descendre à son niveau. Il va lui parler dans sa langue. Et il va se mettre à son niveau. Il va descendre dans la petitesse pour se mettre à son niveau et lui parler. Maintenant, le Chacham, il sait qu'il n'est pas un dindon lui-même. Mais c'est ce qu'il a fait, Mordechai, c'est qu'il s'est mis au niveau du Ham Israël pour se connecter à eux du côté émotionnel. Ça veut dire, vous êtes tombé dans la katnout, et ben il va descendre à son niveau, et il va se mettre à leur niveau, et il va essayer de comprendre où il se trouve, et il va sentir, en se mettant dans sa situation-là, il va sentir dans son cœur la souffrance du Ham Israël qui est tombé dans ça. Et le secret, en fait, c'est que, comme on avait dit, les choses, tu ne peux pas le dire. La communication, c'est-à-dire, toi, tu le sais dans ton cœur, et la communication, elle doit se faire avec le cœur. Et comment tu fais? Il dit Beshmiat al Yaliba. C'est-à-dire, le secret, c'est de se mettre à l'écoute, descendre et écouter, aller dans là où il se trouve et écouter sa souffrance. Et la ressentir dans ton cœur. Et une fois que tu arrives à ce lien avec le cœur, alors là, ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu ressens dans ton cœur, tu peux le transmettre à l'autre. Et c'est ce qu'il a fait. Il est descendu au niveau d'Am Israël. Il ne les a pas regardés de haut. Il disait, bah voilà, c'est la punition. Vous avez mangé d'autres Mishtedash Rajverosh, la punition. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y a rien de pire que ça. Il est descendu là, à leur niveau, et et ce qu'il a dans le cœur, il a pu leur transmettre. Venez, maintenant, on va faire des tfilotes. Il y a de l'espoir. Ce que tu dis là, que de se mettre au niveau de l'autre, d'écouter, de ressentir, selon moi, il faut qu'on grossisse beaucoup plus ce point-là, parce que c'est la différence. Parce que quand on écoute l'histoire du dindon, on pourrait entendre, tu sais que c'est un peu du politiquement correct. Ça veut dire que le grand sage, il se met à niveau, c'est un peu une atsaga, c'est une représentation, mais il reste malgré tout dans sa hauteur, dans son intelligence. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est pas ça. Il se met, ouais, ça peut faire un peu démagogique comme ça. Il se met réellement au niveau, et c'est ce que tu dis sur Mordechai. Et là, pourquoi je précise ça, et ça me semble moins important, parce que je pense que c'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un d'inspirant et quelqu'un qui est faussement inspirant. Bah, écoute, exactement. Tu touches un point extrêmement, extrêmement important. Mais écoute, mais c'est la question que je voulais poser. Bémet, des fois, il y a quelqu'un... Ça touche de ouf. Il y a quelqu'un... Je ne sais pas vous qui vous touche personnellement. Moi, je vais prendre l'exemple, par exemple, de Rav Abergel. Bon, il est plus là, mais c'est un Rav qui me touche énormément. Demain, je suis pas bien, je suis dans le mal. Et que lui me dise, mais faut être Bessimra, mais ça va me sortir tout de suite. Parce que je l'admire, il m'inspire. Venant de lui, je peux accepter la chose. Mais tu sais pourquoi? Non. Parce que tu as un lien émotionnel avec lui. Une fois que le lien il est fait, tout passe. Donc ça veut dire que faut pas... Ouais. Donc c'est ça toute la différence. Mais quand je te parle, c'est qu'il y a un truc qui est coupé. C'est en fait où soit il n'a jamais été créé ce lien, soit il a été coupé. Donc alors, il faut recommencer à zéro. Bah, c'est très important. Donc attends, je veux revenir sur ce que Manu a dit. C'est extrêmement important ce qu'il a dit. C'est parce qu'en fait, même le côté émotionnel, il faut faire très attention de ne pas tomber dans le côté manipulation. En fait, c'est pourquoi. C'est parce que ça marche pas. C'est dire c'est du faux. Ça veut dire, j'ai entendu un podcast d'un mashgiach. Il a une yeshiva pour les enfants qui sont, on va dire, problématiques. Lui, il les appelle pas problématiques. C'est des gens sincères, c'est des gens vrais, tu vois. Mais genre, non, c'est une yeshiva, tu vois, pas standard. Et il lui dit, quand tu parles avec les gens d'éducation,
comment ils définissent l'éducation. En fait, si tu écoutes ce qu'ils disent, c'est genre comment tu causes l'autre personne de faire ce que toi tu veux. En fait, la façon dont ils voient l'éducation, c'est la manipulation. Donc c'est ce qu'on avait dit, c'est faire avec de la violence. Mais il dit même être cool, aimer les enfants. Il dit qu'est-ce que tu fais toi pour l'éducation? C'est quoi ton secret? Il faut les aimer, c'est ça. Ça veut dire qu'ils utilisent même le côté émotionnel de façon manipulatrice. Et ça c'est aussi du shaker. C'est-à-dire Ouais, c'est plus devient une méthode. parce que c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est pas du marketing, tu vois. Le marketing, pour revenir, il y a une image. C'est historiquement dans le monde du marketing, ce qui a révolutionné le monde du marketing, c'est la première pub de Marlboro. Je sais pas si ça devait être dans les années 60. Ils ont complètement changé la façon de faire du marketing. Avant, toutes les pubs, c'était regarde, c'est ça, c'est bien, et c'est bon pour la santé, et c'est ça, c'est une bonne odeur et tout. Et ils te disent. Et Marlboro, ils ont fait un truc complètement différent. Ils ont fait une pub avec un cow-boy dans le désert, truc et tout. Un vrai mensch. Tu vois la virilité, tout. Et il fume sa Marlboro et tu vois Marlboro. Et ils disent rien. Ils disent rien, tu vois. Ça, c'est de l'émotionnel commercial. Et ça marche. Ça marche. Ouais. Ça a changé le monde du marketing et les gens, ils ont arrêté de dire regardez tout ce produit, il fait ça, ça, ça et ça. Non, non, non. Ils te vendent de l'émotionnel. Bémet, c'est-à-dire c'est dans la direction. Ils te créent une inspiration, mais elle est manipulée du coup. Donc, pourquoi, voilà. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est-à-dire, le Rav Yifra, il dit beaucoup le sourire commercial. C'est-à-dire, les gens, ils font des sourires pour manipuler, c'est du sourire commercial. Mais la différence, c'est que quand tu te mets au niveau et que tu ressens vraiment dans ton cœur, c'est à toi de faire le travail. C'est à toi de faire le travail. Si tout le temps tu es de haut, même si tu te mis à son niveau, ça marche pas. C'est ce que tu vois parfaitement avec Mordechai en réalité, parce que Mordechai justement, il aurait pu être accusateur. C'est pas du fake, c'est pas du fake. Et il vient pas non plus leur dire mais non mais ça va aller, Dieu il vous aime, venez on danse. Mais dans ce cas, tu dis il est pas en train de leur vendre, il est pas en train de leur vendre une soupe. Mordechai, il n'avait pas de lien émotionnel avec le Ham Israël. Réellement, bien sûr. Bah alors pourquoi il s'est mis à leur niveau alors? Si le lien était déjà créé. Parce que tu vois ce que tu disais. C'est pas une Hatsaga. C'est pas une Hatsaga. Ça veut dire que lui, il est dans cette compréhension-là. Mais en fait, s'il y a une Tsara, en fait, le tzaddik, il est responsable pour toute la génération. Mais c'est ce que tu disais sur le fait que. Comme ça, en vrai, c'est qu'il n'a pas réussi à transmettre son message au Ham Israël. C'est lui qui est responsable. Le tzaddik, c'est le Sheni la Malchut. Son travail, c'est d'aller récupérer la Bat Meler. Et s'il voit la Bat Meler, il lui dit tu es on a dit ça, et ça revient à chaque fois. S'il voit la Bat Meler de haut, il lui dit tu es la Bat Meler qui est perdue. Il dit t'as rien compris. T'as rien compris, tu peux rien faire pour moi. Si tu me regardes de haut. Donc en fait, c'est à lui de qu'il n'a pas le choix que de réussir en réalité. Donc le fait qu'il n'a pas le choix de réussir, il est obligé de trouver des autres langages, quitte à s'abandonner complètement lui-même dans ses compréhensions et quitte à les contracter jusqu'à arriver à l'inverse de ce qu'il prône. C'est ce qu'on voit avec Mordechai. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ce que tu disais sur. C'est tout le temps. C'est la même chose qui revient à chaque fois. Ça veut dire, en fait, cette descente, c'est pas une descente. Et ça, c'est le secret. Ouais. C'est ça le secret. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, Mordechai, c'est encore plus grand. C'est encore plus grand et c'est plus haut que ce que Esther elle avait dit. Parce que tout le Ratzon d'Hachem, c'est pas juste qu'il y a une personne qui sache se émettre. Il veut que ce émettre, il descende et il soit dans les pieds. Et ils arrivent au niveau de tout le Ham Israël. Donc le fait que Esther, elle sait que ce soit le émettre, c'est déjà une grande réussite. Mais la réalité, c'est de la descendre, se émettre au niveau le plus bas. Et pour faire ça, il faut que tu descendes. Et il faut que tu en descendant, il va remonter tout l'âme Israël. Et c'est pour ça qu'en vrai... C'est la conséquence de Purim. C'est que tu vois que la fête de Purim, c'est la concrétisation de justement ce qui prône Mordechai, qui est la délivrance par la joie et par la réception de la Torah par l'amour. Mais en fait, les gens, ils se souviennent toujours que d'un côté. Et en fait, je te donne un exemple simple. Rabbi Nathan, il y avait un élève qui commence 2 jours avant Purim, il commence à danser, à chanter et tout. Et Rabbi Nathan, il dit
demain on va faire les slichot. Il a dit, c'est pas Purim. Il a dit, Purim, c'est 2 jours. Il y a enfin, il y a le jeûne de Esther. La partie jeûne et la partie, ouais. Donc, en fait, il faut jamais oublier cette partie-là. Et c'est ça qu'on va explorer maintenant dans cette nouvelle saison. C'est que le Ikar, l'essentiel, c'est ce qu'il a fait Mordechai, et ça s'appelle le Shov. Le Shov. Il y a 2 aspects dans la Torah, et en fait, qui se complètent. Et s'il y en a un qui est manquant, c'est complètement faux. Si tu n'as pas le Shov, tu es à côté de la plaque complètement. Manu, t'as pas une explication de Chauve? On va expliquer. On En a toute une français. saison pour expliquer. Mais en gros, le Shov, C'est une histoire de dynamique, Ratzov et Chauve. Il y a dans la Torah Vav, la montée et la descente. C'est Non, une mais alors dynamique. attends, à Bézessi ou Shlav, il y a un, comme tu as dit, il y a un gam chez Mordechai alors. Bien Yes, sûr. Tant que le monde il property, est pas réparé, c'est-à-dire que Ça veut dire quoi il y a un gam chez Mordechai? Mordechai, c'est le tzaddik. Mais en fait, il n'a pas réussi Kiviachol à faire donner son message au Ham Israël de la manière. C'est aussi simple que ça. S'il était arrivé au but de la perfection, ça aurait été Mashiach et on aurait fini l'histoire. Donc toute l'histoire de l'humanité, c'est l'évolution du Ham Israël avec le tzaddik. C'est le Sheni la Malchut qui va libérer la Bat Meler, et à chaque fois il monte de niveau. À chaque fois, il arrive à une nouvelle compréhension et il monte de niveau. Donc, en fait, ce qui évolue, c'est tout le Ham Israël, mais aussi le tzaddik. À chaque fois qu'il revient dans une nouvelle génération, il arrive à des nouveaux niveaux. Comme tu dis, le premier exemple, c'était Noach. Noach, il aurait pu être le Mashiach, mais il n'est pas arrivé au bout de ce qu'il aurait pu faire avec la tfila pour sa génération. Après, il y avait Abraham, après, il y a Israël. Et à chaque génération, ils arrivent à des nouveaux niveaux grâce au Shov, grâce à la descente du Ham Israël, grâce à ce qu'ils doivent descendre pour sauver le Ham Israël, et le tzaddik qui monte. Alors, si je peux faire une petite précision, quand tu as dit le Ikar, c'est ce que Mordechai a fait, c'est là le plus important. C'est pas dans ce qu'il a fait de descendre vers le peuple, c'est d'avoir été assez clair dans sa tête de quelle méthode utiliser, le Shov, et pas le Ratso. Ben parce qu'en fait, c'est du shaker. Le truc, c'est que D'avoir été honnête, quel truc choisir, quoi. Ce qu'il connaissait, en fait, la chita qu'elle a proposée à Esther, ça s'appelle le Emet. Mais aller contre ce Emet, c'est arriver à un niveau plus haut, ça s'appelle le Emet Lamito. C'est quand ce Emet, il va s'adapter à la situation dans laquelle le Ham Israël se trouve. Ça, c'est encore plus haut. Okay. Ça veut dire que... Mais c'est encore plus haut, parce que c'est pas juste, ok, c'est plan B, allez, on retourne à ce qu'on avait dit avant, on fait que des trucs et tout, et ça va passer comme ça. C'est pas vrai. C'est encore plus haut. Parce qu'en descendant, il est arrivé à transmettre ce message que Bémet Akol les Tova, et que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est que les Tova. Et il a réussi à sortir le Ham Israël de cette galoute-là. Et le résultat, c'est quoi? C'est Megillat Esther. C'est-à-dire, c'est la révélation de cette lumière. Cette transmission-là, c'est un dévoilement. Ça veut dire que c'est un dévoilement qui n'aurait pas eu lieu si ça avait été immédiatement dans le ratso. Ça veut dire dans la dynamique première de dire c'est la bonne méthode. Si tu vas directement avec la bonne méthode, en fait, disons que ça marche, ok, ça marche, mais tu rates, tu passes à côté de quelque chose, tu passes à côté d'un dévoilement. Non, c'est sûr que ça aurait pas marché. Dans un autre langage, c'est comme partir avec tous les éléments qu'il te faut dans ta vie, je sais pas, pour réussir un business. Et en fait, bon, tu vas passer aussi à côté de le sens du travail, l'attente, la patience. Tu vois, tu passes à côté de choses. Ça, c'est dans un autre langage, disons. Mais là où ça me frappe un peu plus ce que tu dis, parce que j'arrive un peu à le percevoir là, avec tout ce que tu as dit avant sur justement le chauve, le fait que Mordechai ils disent bah on change, on bifurque, on change de méthode complètement. C'est que cette inspiration-là, elle devient véritable, elle devient sincère et authentique à partir du moment où tu vérifies si elle est en adéquation avec toi-même. Tu vois, dans le Likutei Etzot, par exemple, Rabbi Nathan, il commence le livre, c'est classé, tous les thèmes sont classés par ordre alphabétique.
Donc il y a l'amour, la vérité, le tzaddik, etc. Mais justement, le thème amour, Ahava, il vient après, c'est le deuxième thème. Alors que dans l'ordre alphabétique, ça aurait dû être le premier, mais le premier thème, c'est Emet Ve'emuna. La base du livre, c'est Emet Ve'emuna. Et c'est deux thèmes qu'il a attachés ensemble. Il n'a pas fait un chapitre Emet et un chapitre Emuna. Il a dit vérité et foi, parce que c'est deux copains. Ça va toujours ensemble. C'est-à-dire, tu peux aller avec ta foi, qui est du coup pour le coup théorique. Une foi, la Emouna, c'est quoi en réalité? Je pense à ça cette semaine, j'ai dit, on devrait le traduire plus souvent par confiance. C'est une espèce de confiance comme ça. Tu sais, quand tu fais confiance à quelqu'un, que t'as aucun engagement, t'as pas un contrat de confiance avec un ami, avec un parent, etc. Tu décides d'y croire. Donc cette confiance-là, elle te porte, elle te pousse, mais d'un autre côté, attention, elle est attachée au Hémet. C'est-à-dire que tu dois savoir où tu es toi-même par rapport à la chose. Tu vas apprendre des choses extraordinaires. Tu vas dire, mais ça, c'est la vérité. Ça, c'est ça que je veux. C'est dans ça que je veux croire parce que c'est la clé à tous mes problèmes. C'est ma solution. C'est comme ça que j'évolue. Et d'un autre côté, tu dois aussi être authentique avec toi-même. C'est-à-dire que si tu n'as pas la force d'y croire réellement, comme on avait dit, par exemple, sur Narshon Benadav, si tu as une once de doute à un moment, mets-toi à quelque chose qui est plus à ton niveau. Et c'est pas que tu rétrogrades quand tu fais ça. C'est tout ce que tu disais là. C'est pas que tu rétrogrades parce que c'est comme ça qu'on le vit. Généralement, tu dis mais mince, j'aimerais que ce soit vraiment aussi magique que ce que ça m'a l'air simple. Tu vois, c'est-à-dire des fois on te donne des méthodes, on dit putain mais ça a l'air simple. Tous les épisodes qu'on a fait, les 3 derniers épisodes qu'on a fait, moi je ressors avec des étoiles dans les yeux en me disant mais super, je vais réécrire ma vie, je vais raconter ma vie à ma manière. Et tu ressors avec des étoiles, mais en fait, tu te retrouves en décalage avec quelque chose qui est que pourquoi ça se transmet pas, pourquoi j'arrive pas à m'inculquer ça réellement. Et ben parce qu'il faut que tu vois déjà d'où tu pars, elle est où ta place. Et ça, quand tu fais ça, c'est pas que tu fais un pas en arrière, c'est pas que tu as un constat d'échec de dire ouais bah j'avais un super plan mais j'ai pas réussi à le mettre en action. C'est qu'en réalité, quand tu vas avoir cette, je sais pas si c'est de l'humilité ou pas, mais quand tu vas avoir cette sincérité, cette authenticité, justement, tu parlais de ça au début, cette authenticité-là, elle va permettre de dévoiler de manière encore plus grande la théorie en question qui t'a allumé. Ça va la dévoiler de manière encore plus grande. Exactement. C'est le Maintenant, but. comment ça se fait, je sais pas, mais moi, au niveau du process artistique, par exemple, c'est dans ce je sens-là vois souvent ce truc-là que. Vas-y, Jérém. Be'emunato yichye, comme tu as dit, avec ta Ça dit emuna. Be'emunato yichye. Pas Be'emuna, Be'emunato. Faut que tu te connaisses à toi. Tu as le Emet, mais tu as ta Pardon, emuna. micro. Pardon. Ça va dans ton sens, non? Que pourquoi il y a écrit Emunato et pas Emuna? C'est que c'est chacun en fonction de la Emuna qui vit. Emet l'amito, son Emet à lui. C'est ça le Emet, le vrai Emet. Mais alors, tout ce que tu dis, c'est Bémet, c'est ça, on va voir Bémet comment ça marche. C'est ça à 100%. Que en fait, on revient à ce concept-là, c'est que si tu n'as pas réussi à le transmettre, c'est que tu l'as pas vraiment acquis. Et qu'en fait, cette éducation-là, cette transmission à l'autre, c'est tu te transmets ça à toi-même. Et c'est pour ça que c'est un cadeau que Hachem t'a donné de te marier et d'avoir des enfants, parce que tu t'éduques toi-même. Et c'est le concept, pour retrouver encore une autre image, c'est que le but de la réparation, c'est-à-dire au début, il y a le soleil et la lune. La lune, c'est le côté qui il manque de la lumière. Et elle n'est pas réparée. Et donc, la réparation, c'est de faire chez Daï Ora Evana Keorachama, d'arriver à transmettre la lumière du soleil à la lune, c'est-à-dire que la lune, elle va briller comme le soleil, mais Orachama et Shivatayim Keor Shivatayimim. La lumière du soleil, elle va être 7 fois plus grande. Ça veut dire qu'une fois que cette transmission, elle va être parfaite, celui qui va être élevé, c'est celui qui a donné. Et c'est ça le Meshouné Freiler. Que le roi, quand il a réussi à transmettre la royauté à son fils, alors lui, il dit, moi, je vais être Meshouné Freiler. Parce que la joie de celui qui donne, elle est encore plus grande que celle de celui qui reçoit. Et il y a encore un point super important dans ça. C'est que la première fois où il a transmis la royauté à son fils, c'était de façon manipulatrice, on va dire. Pas manipulatrice. Il lui a donné les choses par transmission simple. Je te dis la vérité. OK? Et il a reçu et il l'a perdu. C'était prévu parce que tu l'as reçu. Mais quand tu vas arriver de toi-même, après être tombé
de retrouver ce Emet, retrouver cette royauté, alors là, tu l'auras acquise. Et là, je serai Bémet Bessimra parce que je vois que tu as réussi de toi-même. Et tu vois, regarde ce secret-là extraordinaire. Qu'est-ce qu'on dit sur Purim? C'est quoi la grandeur de Purim? C'est qui mouv et qui blou. Ils ont reçu ce secret-là, le Ham Israël, ils ont reçu Matan Torah. On a reçu, c'était Hachem, il nous transmet la Malchut, Matan Torah, je vous donne le Emet, je vous le dis. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Kafalem Har Kegigit. Il leur a mis la montagne au-dessus du Ham Israël et dit si vous ne recevez pas, alors, je vous écrase. Ce tombeau sera votre tombeau. et regarde ces émettes. Ils ont reçu la Torah. Ils ont dit Naaseh Venishma. Parce qu'en fait, on la reçoit, mais on sait qu'on la comprend pas. On sait qu'il y a quelque chose, donc on l'a reçu complètement par annulation. On a reçu la Torah. Et ils sont tombés de la malroute. Le Beth Amikdash, il a été détruit. Et on se retrouve dans la situation de Purim. Et tout l'effort de Purim, maintenant, c'est Meshon Efraïler. Et comme ils ont fait cet effort-là, grâce au Tzaddik, ils sont arrivés à retrouver et accepter la Torah par eux-mêmes et savoir, Bémet, que le Emet, c'est la Torah. Et on le choisit. C'est-à-dire, la première fois, on nous l'a donné et on n'avait pas le choix. Et là, on le choisit de nous-mêmes. On sait que c'est le Emet, maintenant tu l'as acquise. Et ça, c'est Meshon Efraïler. Ça, c'est que l'Am Israël, il a reçu la Torah Bémet à Purim. J'essaie de remettre tout ça dans les différentes strates dont on a parlé au niveau de l'éducation, au niveau de par rapport à soi-même. L'éducation, la première étape, c'est tu vas dire à tes enfants, c'est quoi le Emet. Ouais. Ok. Parce que cette étape-là, elle est de toute façon obligatoire. C'est comme ça que tu transmets. Mais maintenant, déjà, pour savoir transmettre de la meilleure façon, c'est de faire du côté, d'avoir un lien émotionnel, amitié et sincère avec celui qui reçoit. Et avoir ses meilleures conditions. Mais maintenant, celui le but ultime, c'est qu'il comprenne de lui-même et qu'il vive ces choses-là et qu'il les accepte Béhémet et qu'il le fasse de lui-même. Et parfois, il faut que tomber de la malroute entre les deux. C'est-à-dire que pour passer d'un stade à un autre, mais une fois qu'il est revenu à ça de lui-même, alors c'est Beyeter Sed Veter Oz. Il dit de Avraham Ben Rav Nachman que quand il revient à la malroute, c'est bien plus fort que la première royauté qu'il avait avant. Qu'il a reçu par héritage. Manu, si tu veux, le concept du Baal Shuvah. J'ai un petit exemple perso que moi j'ai raconté à Nissim. Je disais à ma fille quand elle était petite de faire Netilat. Et au début, c'était oui, non, je la prenais, je lui mettais la main moi et tout. Et des fois, elle me disait non, papa, j'ai pas envie. Je lui disais ok, d'accord, ça ferait plaisir à papa, mais vas-y, d'accord. Si tu le fais pas, d'accord. Aval, sache qu'il faut le faire et que moi, ça me ferait plaisir. Ça a duré peut-être 2 ans cette. J'allais pas dire ce cinéma parce que c'est pas du cinéma. J'étais vraiment honnête quand je lui disais. Et aujourd'hui, elle se lève tout seule. La première chose qu'elle fait, c'est Netila, tout de suite. Tu vois. Ça a duré longtemps. J'ai galéré, mais ça part du concept de base. Mais c'est mais au début, j'ai dit, il faut faire, tu vois. C'est que celui qui reçoit, la plus grande chose qu'il veut, c'est de satisfaire celui qui lui donne. Et il faut y croire. Et que tu y crois avec toi-même. Même l'Am Israël, il dit de mettre le raton de chaque yid, c'est de faire le raton d'Hachem. Tu le sais. Oui. Tu le sais. Je dois vous laisser. Salut, Jérémy. Toute cette conversation, elle est dingue parce qu'elle arrive jeudi soir. J'ai eu une étude qui était vraiment complètement sur ce sujet-là. Tu vois, sur le sujet de la Torah Tresed. C'est cette Torah qui t'inspire que, en fait, quand tu ouvres le livre, tu te rends compte que c'est une lettre et que ça t'est destiné à toi précisément. Tu vois, c'est Nathan Usan parce que c'est sincère. Ça dépend. C'est quelque chose qui te parle parce que ça te parle à ton niveau. C'est le tzaddik qui fait une dik avec toi. Regarde le Tam. Le Tam, n'importe qui vient le voir, il est OK.
Il a juste une seule condition, c'est Ouais. Pas de l'île est de moquerie. sa note. Tu veux parler avec le tzaddik, c'est-à-dire n'importe quel sujet, tu peux trouver un sujet de conversation avec lui. Il va te parler dans Le- ta langue. Tu vas Voilà, dire que encore, tu veux. Moi, je me suis encore, on rendu touche à compte un quand truc. j'étais béorote, ok? J'ai commencé à aller jouer au basket avec le travail, tu vois. Moi, j'ai jamais fait de sport de ma vie, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Mais j'ai vu là-bas, il y avait un père il y avait un gosse après un entraînement et tout. Il était vénère et tout. Il avait pas bien joué et tout. Et il y avait le père qui restait après l'entraînement. Et il passe du temps avec lui et il lui fait faire des paniers, tu vois. Et il dit, tu vois, t'as une éducation. C'est-à-dire, eux, leur éducation, elle est tournée autour du basket. Mais tu peux la transmission du père au fils, c'est la transmission de la Emouna. Mais le plus grand Et, handicap, et, et, il est aussi dans le fait que des fois, on vient à ton niveau, mais tu te rends pas compte qu'on te parle. Tu refuses aussi ça. C'est-à-dire que ce dont on parlait par rapport à Gadlout, Katnout, étroitesse et largesse d'esprit, tu disais, euh, tu veux pas qu'on vienne te parler de positivité dans ces moments où toi, tout est triqué, etc. Mais il y a un truc encore plus vicieux. C'est quand tu as besoin qu'on te parle super bas. Et il y a plein de gens autour de toi qui te parlent super bas, super à ton niveau, tu vois, qui te parlent de solutions concrètes, non, mais pour ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, tu vois, ils te parlent de choses de ce monde et toi, tu veux que planer. Tu veux que non, mais donne-moi mais je vais une te dire solution simple. magique, etc. La- Ça, la- c'est un handicap, tu Non, vois. mais rien que te dire quoi faire, c'est la dernière chose que tu veux entendre. C'est sûr. Et c'est pas ça. La première chose, c'est quelqu'un qui t'écoute. Et c'est ça le lien. Ça veut dire que quand tu as un gosse, il tombe dans une catnode, il tombe dans une crise, ou même ta femme. La dernière chose qu'ils veulent, c'est quand tu lui dises quoi faire. Et le réflexe, c'est trouver une solution et te dire, mais regarde, fais ça. Mais ils veulent pas. Pourquoi ils font une crise? Parce qu'ils veulent te parler, ils veulent juste que tu l'écoutes. C'est tout. C'est tout. Et une fois que tu écoutes Bémet, mais Bémet, Beshmiat Liba, c'est-à-dire avec le cœur, tu écoutes Bémet et tu essaies de ressentir dans ton cœur ce qu'il ressent, tout se calme. Tout se calme. C'est tout. Et c'est ça, toute la violence qu'il y a dans le monde, elle peut être résolue que comme ça. Bémet, ça a l'air complètement, tu sais. Peace and love et tout. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un message, tu sais pas le dire. Et toute la violence du monde, même toutes les guerres, hein, C'est marrant que tu dis ça parce que tu vois dans Les Inconnus, quand il fait vous allez vous aimer les uns les autres. Il dit, mais en fait, mais tu c'est connais marrant parce que il y a peut-être 2-3 heures, je suis tombé sur des vidéos de Mélenchon il y a genre 10 ans. Tu sais, les mecs, ils sont genre, ils exposent Mélenchon. Ouais, regardez comment il parlait d'Israël, regardez comment il parlait des religions, etc. Tu vois. Et le mec, il a des discours vraiment à l'opposé de ce qu'il dit aujourd'hui. Où il dit, mais j'ai toujours dit qu'un État où les religieux ils s'immiscent dans le pouvoir, c'est une catastrophe, etc. Alors qu'aujourd'hui, limite, il prône. Enfin, c'est limite s'il est il pas prône la entouré que de charia. mecs qui prônent la charia, etc. Et je me suis dit, ça m'a sauté en tête, tu vois, une théorie du complot comme ça. Je me suis dit, mais en vrai, je pense que dans tous les États, t'as toujours une volonté politique que ce genre de mec existe parce ils canalisent des mecs. Si tu leur donnes pas de voix, ils vont trouver la voie par la révolution et par la violence. Donc tu leur mets un représentant à la tête qui va les cristalliser, tu vois, avec un bon 20-30% de, de, de vote dans les sondages, etc. Et au moins, ils ont voix, tu vois, ils ont voix au débat, ils parlent, ils sont là, ils existent, ils font du bruit. Mais d'une certaine manière, ça les canalise. Tu vois ce que je veux te dire? Je me suis dit, c'est sûr que logiquement, dans tous les États, tous les États du monde, je pense que c'est un truc, à part les États qui sont vraiment genre dictatoriales, où là, il y a rien du tout. Mais là, c'est la loi du plus fort. Ça veut dire que tu fais en sorte d'être vraiment le plus fort et que personne ne peut t'atteindre par la force. Mais dans tous les États démocratiques, pour l'équilibre entre guillemets de ce qu'ils appellent la démocratie, il faut quelqu'un qui dit bon bah il faut un extrême gauche, il faut un extrême droite, parce que si on les étouffe complètement, on les empêche de parler, bah, ils vont trouver un autre moyen de s'exprimer. Et ça peut être de la violence ou ça peut être un autre canal qui va être beaucoup plus. C'est tout ce qui se passe. Bah, par exemple, tu parlais de Joe Rogan, c'est exactement ça. Tu vois, c'est-à-dire que c'est la voix de plein de gens qui a été étouffée dans les médias. Et en fait, d'un seul coup, le mec, il vient,
c'est une voix populaire. C'est une voix populaire, mais qui s'exprime sur Internet et qui fait des millions, des dizaines de millions de vues à chaque podcast. C'est fou. Je vois pas du tout le rapport de ce que tu... je te suis pas du tout. Non, pourquoi je te disais ça? Attends, parce que même moi, je me suis perdu du coup. Non, mais pourquoi on parlait de ça? Parce que, oui, par rapport à l'écoute. Parce que tu me parlais d'écoute. Ça veut dire qu'au final, si cette écoute, elle est pas là, tu vas être confronté à non, le truc, c'est simple. C'est-à-dire, si toi, tu fais pas ça, ce travail-là, d'écouter, tu imposes ta vérité et tu dis quoi faire avant d'écouter, il y a quelqu'un d'autre qui va la citra akhara, qui va se faire passer pour celui qui écoute, mais en fait, lui, il veut pas ton bien. Ouais. Et c'est le problème, c'est que très souvent, les enfants qui ont pas ce lien-là avec les parents, ils se font attraper par les gens de la rue, qui se font passer pour des gens qui leur veulent du bien, Ouais. mais c'est tout le contraire. Voilà, Bezrat Hashem, on a encore plein de choses à dire sur ça, et voilà, la saison 3, on va se focaliser sur le côté du chauve. Et je suis arrivé à cette havana que Bémet, et Bistro de le Rav Besançon, hein. C'est que c'est l'expert du chauve, c'est le Rav Besançon. Et on va explorer ce côté-là, et que c'est Bémet beaucoup plus grand, et que c'est le Icar. C'est l'essentiel, en fait. C'est le chauve, c'est la transmission, et c'est que le Icar, c'est que tout le monde arrive à cette compréhension-là. Voilà, Bezrat Hashem, on a un beau début et on a quoi dire. Voilà, on a beaucoup sur comment on dit on a beaucoup sur la planche. Sur le tapis. Je sais pas. Et voilà, Beatzlacha, Chak Samer, je sais pas si c'est la semaine prochaine, on pourra faire parce que c'est Rev Shavuot, donc ouais, ça m'a l'air peut-être complexe. on se retrouve après Shavuot, Bezrat Hashem. Ouais, avec une nouvelle Torah. Voilà, Torah Hadasha à chaque fois, Bezrat Hashem.